Lee est un criminel brillant, trop rusé pour être arrêté. Elle est une trafiquante de drogue tourmentée, en quête de sensations fortes. Ce sont des assassins sans pitié et sans le sou, unis par le sexe et la drogue, dans une alliance meurtrière. « 2003 à Portland, en Oregon. Les fermes à proximité de cette ville du nord-ouest des États-Unis sont renommées pour leurs fruits et légumes biologiques. Mais certains habitants s'adonnent à d'autres sortes de cultures. Elisa Jo Chamberlain, 31 ans, est une des meilleures productrices de la région. Lisa Chamberlain aimait fabriquer de la meth. Elle était fière de son produit. Elle perfectionne ses recettes depuis longtemps. Lisa Jo a commencé à consommer à l'âge de 13 ans et elle se met à la fabrication peu de temps après. À 20 ans et plusieurs arrestations plus tard, elle est la reine de la production de la méthamphétamine. Elle savait exactement comment faire de la méthamphétamine de toutes sortes de façons, parce que plusieurs personnes différentes le lui avaient montré. Lisa Jo a vécu une enfance difficile. Ses parents divorcent quand elle a 3 ans. Sa mère bipolaire obtient la garde de sa petite fille qui devient l'objet de son défoulement. Et quand sa mère n'est pas là, un autre membre de la famille s'occupe d'elle d'une toute autre façon. Lisa Jo Chamberlain a été maltraitée pendant son enfance. Elle n'avait pas de parents protecteurs capables de mettre fin aux agressions sexuelles qu'elle a subies. Lisa Jo apprend à survivre coûte que coûte. Lisa Jo a commencé sa descente aux enfers à l'adolescence. Elle se droguait, elle buvait et elle utilisait le sexe pour obtenir ce qu'elle voulait. À 15 ans, elle fuit la maison pour se marier. Après avoir été maltraitée toute sa vie, Lisa est incapable de s'adapter comme une personne normale. Lisa Jo Chamberlain était une femme émotivement très volatile et presque dangereuse. La plupart des femmes qui ont été maltraitées ne développent pas les habiletés nécessaires pour tolérer la frustration. Elles deviennent très impulsives. Lisa Chamberlain avait un caractère très bouillant. Elle pouvait passer d'un extrême à l'autre en quelques secondes. Son caractère explosif a failli provoquer sa mort et celle de son mari. Son mari était camionneur et elle l'accompagnait parfois. Ils en venaient à se disputer violemment, seulement en discutant. Elle explosait de rage et elle aurait déjà donné un coup de volant. Ce qui aurait provoqué une sortie de route. Cette volatilité et cette impulsivité la rendent dangereuse. Elle a failli mourir et entraîner son mari avec elle. Elle ne vivait que le moment présent. Tout était soudain et cela pouvait parfois avoir des conséquences dramatiques. La lune de miel est de courte durée. 3 ans plus tard, elle est de nouveau célibataire. Hey, where are you going? Where are you going? Anywhere you're going, baby. Le sexe n'est qu'un outil pour elle. Ce n'est pas l'expression de l'amour dans une relation. Elle sortait avec un garçon et elle allait jusqu'où elle pouvait aller avec lui. Puis elle passait à un autre. Elle s'est déjà prostituée aussi. Lisa Jo a même des enfants au fil des ans. Elle les abandonne tous chez les membres de sa famille. Sans aucune attache, elle poursuit sa chasse à l'homme. À 23 ans, son petit copain de l'heure la bat à répétition. Elle se retrouvait toujours avec des partenaires violents, ce qui est courant chez les personnes qui ont été maltraitées.
Captive d'une autre relation malheureuse, Lisa commence à croire qu'elle ne trouvera jamais l'homme de sa vie. C'est alors qu'elle fait la connaissance d'un bel étranger de 29 ans. Un criminel charmeur du nom de Roger Gillett. Leur attirance est immédiate et intense. Et le passé de Roger est tout aussi troublant. Enfant, il est traumatisé par une lourde perte. Roger Gillett a grandi au Kansas. Ses parents ont divorcé et son père est mort quand il avait 12 ou 13 ans. Roger était présent quand son père est décédé. Ils étaient très proches. Sa mère n'était pas là pour lui. Il est devenu un enfant sans attache. Il a été trimballé d'un côté et de l'autre dans sa famille étendue. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à se rebeller, comme n'importe quel enfant aurait fait dans sa situation. Bien qu'il soit très intelligent, Roger prend peu de choses au sérieux. C'était quelqu'un de très intelligent. Je crois que l'école n'était pas assez stimulante pour lui. Je crois qu'il avait de plus grandes aspirations que ce que sa petite ville lui offrait. Roger optait toujours pour le chemin le plus court. Pourquoi travailler fort pour de l'argent quand on peut en gagner vite et facilement? C'était sa philosophie. Après avoir perpétré quelques vols d'identité, il se réfugie chez de la famille en Oregon. C'est son modus operandi. Il se met dans le pétrin, puis sa famille lui vient en aide. Il pouvait compter sur des tantes qui étaient prêtes à presque tout faire pour lui. Pour Roger, les liens familiaux n'ont d'importance que s'ils lui rapportent. Peu importe ce qu'il faisait, il était toujours capable de s'en tirer. Il prétend qu'il ne passera pas un seul jour de sa vie en prison. Je suis allé à l'école avec Roger et je l'ai souvent entendu dire qu'il était trop intelligent pour être pris, qu'il était au-dessus des lois. En fait, il se croyait meilleur que tout le monde. Il est beau, sûr de lui et dangereux. Lisa Jo est séduite. Elle laisse son petit ami et le nouveau couple prend la route. Ils ont un empire narcotique à construire à Russell, au Kansas, la ville natale de Roger. Roger envisage de faire fortune en vendant la drogue spéciale de Lisa Jo, de la meth faite à partir d'engrais agricoles. C'est un partenariat parfait. Lisa Jo s'occupe de la fabrication, Roger gère la distribution. Lisa Chamberlain n'aimait pas sortir pour aller distribuer la méthamphétamine, mais elle adorait en fabriquer. Roger, quant à lui, n'aimait pas le travail fastidieux, mais il aimait bien jouer au baron de la drogue dans sa communauté. Je crois qu'ils s'aimaient parce que c'était une aventure. Allaient-ils vendre de la drogue ou commettre d'autres crimes? Que pouvaient-ils faire ensemble? Et combien d'argent pouvaient-ils faire ensemble? Leur quête de sensations fortes s'exprime aussi au lit. Dès leur première rencontre, ils repoussent les limites. Une personne qui a été agressée sexuellement dans son enfance utilise souvent la sexualité pour attirer l'attention. Les hommes étaient attirés par Lisa Jo et elle était prête à se soumettre à des pratiques que la plupart des autres femmes refuseraient. Elle aimait que Roger l'étrangle jusqu'au point où elle perdait presque connaissance. Il retire beaucoup de satisfaction sexuelle de la puissance qu'il ressent à l'idée de tenir sa vie entre ses mains. Il relâche à la dernière minute. Elle jouit et lui aussi. Des personnes sont mortes comme ça. Or, c'est exactement le genre de sensation dont les gens comme eux ont besoin, même dans leurs relations sexuelles, pour éprouver du plaisir. Ils étaient constamment en quête de plaisir. Lisa Jo et Roger savourent ces moments euphoriques. Mais quand les choses vont moins bien, leurs petits jeux deviennent tordus. Je me souviens d'une fois où elle est arrivée
et elle avait réellement peur de lui. Elle conduisait et elle a eu un petit accrochage. Elle disait qu'il serait furieux et qu'il la battrait. J'ai entendu dire que Roger avait appelé un de ses amis et il voulait qu'il écoute pendant qu'il battait Lisa. C'étaient deux personnalités dominantes où chacun luttait pour déterminer qui contrôlait la relation. Parfois c'était Roger, parfois c'était Lisa Jo. Lisa Jo craignait Roger. Il pouvait être très violent et elle avait peur d'être battue. Malgré les craintes de Lisa Jo, sa relation avec Roger se renforce tous les jours. Ils déménagent chez la tante de Roger et ils installent un laboratoire de production de méthamphétamine dans la grange de son grand-père. Les affaires vont bien jusqu'en décembre 2003, lorsque les policiers ont vent de leur petite entreprise et commencent à les surveiller. Russell, au Kansas, est une très petite ville. Le bureau du shérif du comté et un petit groupe d'intervention ont entendu des rumeurs au sujet de ces trafiquants de meth. En février 2004, les policiers arrêtent Lisa Jo dans une station-service et ils trouvent de l'équipement de laboratoire dans sa voiture. La maison de la tante de Roger est fouillée. Mais les policiers ne trouvent rien. Ils ne mettent la main que sur un peu de marijuana et la tante fidèle se sacrifie, comme toujours. La tante de Roger Gillett a dit aux autorités que c'était sa drogue et que tout était de sa faute. La tante de Roger était toujours là pour le sortir du pétrin. Que ce soit à l'école ou avec la loi, elle était toujours là pour régler ses problèmes. J'imagine que c'est parce que son frère était mort et que c'était son seul neveu. Il était innocent à ses yeux, alors elle était toujours là pour lui. La tante prend le blâme. Et Roger et Lisa sont innocentés. Il s'en est fallu de peu et le couple doit prendre une décision. La tante en a assumé l'entière responsabilité. Mais Roger et Lisa se sont rendus compte qu'il était temps pour eux de partir. Roger n'éprouve aucun remords quand il sacrifie un membre de sa famille. Il ne pense qu'à sa survie. Roger et Lisa causaient des problèmes dans notre petite ville. Leur départ réglait certains de nos ennuis. Roger et Lisa prennent la fuite. Mais ils n'ont pas dit leur dernier mot. Et quand ils reviendront à Russell, ils auront franchi le point de non-retour et auront plongé dans l'horreur. À l'hiver 2004, Roger Gillett et Lisa Jo Chamberlain prennent la route pour fuir les autorités. Ils doivent installer leur laboratoire de production de meth ailleurs. Et Roger arrête son choix sur Hattiesburg, au Mississippi. Son cousin Vernon Hewlett et sa petite amie Sandy Barton y habitent. Hattiesburg est une petite ville. Plusieurs de ses habitants ne verrouillent pas leurs portes pendant la nuit. Les gens sont très amicaux. Ils vont vous saluer même s'ils ne vous connaissent pas. Pour Lisa Jo et Roger, c'est l'endroit idéal pour se renflouer. Pour Roger Gillett, les gens ne sont que des outils mis à sa disposition. Avec son intelligence et son charisme, il peut attirer les gens vers lui pour ensuite les utiliser comme bon lui semble. Roger et Vernon ont déjà fait les 400 coups ensemble, alors ils devraient les accueillir à bras ouverts. Vernon aimait faire la fête et il avait commis des erreurs. Je pense que c'est ce qui a attiré Roger chez lui, parce qu'ils se connaissaient et ils avaient souvent fait la fête ensemble. Mais Vernon a maintenant une magnifique petite amie et une hypothèque. Il n'est plus le même homme. Alors Roger lui dit ce qu'il veut bien entendre.
Roger lui a dit que lui et Lisa Joe voulaient mettre de l'ordre dans leur vie et repartir à neuf. Vernon les a donc hébergés. La mère de Vernon se méfie immédiatement des deux visiteurs. Roger se croyait très malin quand il était enfant. Quand il venait ici, il prétendait tout savoir. Et il avait toujours raison. Je ne l'aimais pas beaucoup, mais c'était mon neveu. Vernon et Sandy l'accueillent parce qu'il est de la famille. Malheureusement pour eux, Roger les considère comme des proies idéales. Après quelques semaines, Roger pense qu'il est temps de passer aux choses sérieuses. Si Lisa Joe et lui ne peuvent pas fabriquer de la meth, ils ne peuvent pas gagner d'argent. Roger croyait pouvoir les convaincre de se joindre à leur cercle de trafiquants et qu'ils pourraient ensuite faire la fête tous ensemble. Mais Vernon a promis à sa bien-aimée qu'il ne prendrait plus de drogue. Vernon aimait beaucoup Sandy et elle l'aimait. Vernon voulait rénover sa maison et vivre heureux avec elle. Le rêve de Sandy était de rester auprès de Vernon. C'est tout ce qu'elle voulait. Il semblait être sur la voie du bonheur. Comme tout le monde, il n'était pas toujours d'accord sur tout, mais ils se réconciliaient toujours. Vernon n'était plus le même. Il avait Sandy et une maison. Ce n'était plus celui avec qui Roger avait grandi. Ils sont allés dans des casinos sur la côte du golfe du Mexique. Ils sont allés souper ensemble. Mais après un certain temps, Sandy en a eu assez de Lisa Joe et de Roger, car ils ne travaillaient pas. Le travail ne fait pas partie du vocabulaire de Lisa Joe. Alors, comment une productrice de meth déjantée peut-elle faire de l'argent rapidement? Heureusement pour elle, Roger a une idée qui leur permettra de gagner un peu d'argent sans effort. Roger et Lisa Joe ont demandé à Vernon de simuler un accident avec leurs deux véhicules. Le plan est d'endommager les voitures, puis de réclamer un montant aux compagnies d'assurance. Mais au lieu de réparer les véhicules, ils gardent l'argent. Vernon accepte, et les deux couples se rendent sur une route isolée. Il n'y a qu'un pépin. Vernon n'a jamais expliqué le plan à Sandy, et c'est elle qui conduit. Pour Roger Gillett, les gens ne sont que des pions. Il les place à sa guise pour obtenir ce qu'il veut, sans se préoccuper de ce qui peut leur arriver ou du mal qu'il peut causer. Difficile de jouer les cascadeuses quand on ignore ce qui se passe. Can you drive or what? Look at what you did to my car. Look, I got damage too. That's nothing. La voiture de Lisa Joe est hors d'usage et le plan de Roger tombe à l'eau. Lisa était très en colère, même si c'est elle qui avait causé l'accident. Lisa est celle qui a prémédité l'accident. Sandy apprend qu'il s'agit d'une arnaque et elle met son poing sur la table. Elle ne veut pas que ses primes d'assurance augmentent et elle veut faire réparer son camion. Elle demande à Vernon de dire à Roger et à Lisa Joe qu'ils doivent faire réparer son camion. Elle était une citoyenne honnête qui voulait juste mener une vie simple avec Vernon. Roger et Lisa Joe venaient tout gâcher. Les dommages subis par l'auto de Lisa Joe sont la goutte qui fait déborder le vase. L'argent n'est pas au rendez-vous. La tension monte entre les deux couples et l'atmosphère est de plus en plus lourde. Ils n'avaient pas d'argent pour acheter ce qu'il faut pour faire de la meth et ils n'avaient pas d'endroit où le faire. Il n'était pas question qu'ils se trouvent du travail. Ils se sentent frustrés et c'est la chose à éviter avec des individus comme Roger Gillett et Lisa Joe Chamberlain. C'est alors que Roger a une autre idée.
Il sait que Vernon a un coffre-fort et qu'il épargne pour rénover la maison. Il doit donc y avoir une jolie somme à voler dans ce coffre. Mais ils ne peuvent pas seulement s'enfuir avec l'argent. Sandy préviendrait la police. Lisa Joe y va alors d'une autre suggestion. Lisa a dit « Tuons-les et partons avec leur camion ». Les deux étaient prêts à augmenter la mise et à se relancer mutuellement. Quand Lisa parle de tuer Vernon et Sandy pour prendre leur argent, Roger y réfléchit rapidement. Comme il est assez intelligent, il réalise vite que l'idée est bonne et il est prêt à passer à l'action. Chacun pouvait entretenir la flamme de l'autre. C'était donc un train continuellement en mouvement. Lisa Joe Chamberlain était aussi une psychopathe classique. Quand on y ajoute les narcotiques et la personnalité de Roger Gillett, on obtient une combinaison mortelle. Ils doivent agir immédiatement. Ils n'ont plus d'argent et ils sont terriblement en manque de drogue. Roger veut savoir ce qu'il y a dans le coffre-fort. Vernon hausse les épaules et ne lui répond pas. Roger lui demande alors la combinaison. Vernon se demande si c'est une blague. Mais Roger ne blague pas du tout. Give me the combination! Give me the combination, Vernon! Vernon ne cède pas et refuse de lui donner la combinaison. Alors, Lisa Joe se met de la partie. Vernon Hewlett et Sandy Barton vivent un affreux cauchemar. Le cousin de Vernon, Roger Gillett, et sa petite amie Lisa Joe Chamberlain veulent la combinaison de leur coffre-fort. Ils ont vite immobilisé Vernon et ils ont commencé à le torturer. Pendant tout ce temps, Vernon et Sandy répétaient qu'il n'y avait rien dans le coffre-fort, qu'ils n'avaient rien de plus que ce qu'ils avaient vu. Mais ça ne suffisait pas. Roger et Lisa révèlent alors leur véritable nature démoniaque. N'importe qui de Gillett et Chamberlain pouvait changer d'idée à tout moment. Et cela a donné lieu à une expérience encore plus violente, destructrice et explosive. Roger et Lisa se relancent mutuellement. Ensemble, ils forment un monstre encore plus fort. Ils sont totalement absorbés par ce qu'ils font et ils se nourrissent des gestes de l'autre. La situation dégénère, les blessures et la torture augmentent, juste pour avoir l'argent du coffre-fort. Ils veulent que Vernon leur donne la combinaison. Mais jusqu'où sont-ils prêts à aller pour l'obtenir? C'est alors qu'il a commencé à le frapper avec un marteau et à le couper au cou avec un petit couteau. Ils l'ont torturé pour qu'il leur donne la combinaison du coffre-fort. Vernon refuse toujours de parler et Roger perd la tête. D'un seul coup de marteau, il fait taire Vernon pour toujours. Vernon rend l'âme, alors il ne reste plus que Sandy qui peut leur révéler ce qu'ils veulent. Lisa Joe et Roger commencent lentement. Ils l'ont d'abord déshabillé pour l'humilier et pour tenter de la faire parler au plus vite. Ils voulaient l'humilier en la dénudant. Même si elle savait la combinaison, elle était si effrayée qu'elle ne pouvait pas s'en souvenir. Alors ils ont commencé à la torturer. Ils l'ont étranglée, ils l'ont battue, ils lui ont cassé les doigts et ils l'ont piquée et poignardée avec un couteau. Puis, ils se sont laissés aller à une orgie de torture. Souvent, dans les relations humaines, il y en a toujours un qui parvient à freiner l'autre. Il n'y avait personne pour arrêter qui que ce soit dans ce couple. Les deux voulaient avoir ce qu'ils désiraient, quand bon leur semblait, et personne ne pouvait les arrêter.
Ils ont laissé aller leur côté sombre et pervers. Lisa Joe agresse sexuellement Sandy. Sandy craint pour sa vie, alors elle ne se souvient pas de la combinaison. Frustrée et épuisée, Lisa Joe sort fumer une cigarette. Roger, quant à lui, ne fait que commencer. Le fait de torturer Sandy a excité Roger. Et Lisa s'est sentie menacée. C'était en partie en raison de sa paranoïa, mais elle l'a aussi perçu comme une tension sexuelle entre Roger et Sandy. Elle ne pouvait pas le tolérer. Elle devait intervenir pour que Roger délaisse Sandy et se concentre sur elle. Elle devait être le seul objet de désir sexuel de Roger. Lisa devait savoir qu'elle était la plus désirable dans la maison. Quand elle a vu Roger s'exciter, elle s'est énervée. Lisa craignait ne pas être aussi bonne qu'il le disait. Donc, pendant que Vernon est toujours sur la chaise et que Sandy est ligotée comme un morceau de viande, elle demande à Roger de lui faire l'amour, ce qu'ils font sur le plancher. Elle est alors convaincue qu'elle est une meilleure partenaire sexuelle que Sandy. Le meurtre est un acte qui est fréquemment sexualisé. Tuer quelqu'un évoque une sensation de pouvoir, semblable à celle du sexe. Pour Lisa, ce sera la plus belle relation sexuelle de sa vie. La meilleure. Cela suggère donc que sa perception de la réalité était très pervertie et qu'elle était coupée de ses émotions. Elle avait besoin d'un grand drame et de beaucoup de violence pour ressentir quelque chose. Ils se sentent peut-être soulagés, mais les amants meurtriers n'ont toujours pas la combinaison du coffre-fort. Sandy ne dira rien. Ils doivent donc s'en débarrasser. Ils formaient une tempête parfaite. Leur union a créé une tornade de destruction. Maintenant que Vernon et Sandy sont morts, Roger se concentre sur le coffre-fort. Mais une grande déception l'attend. Il y avait quelques documents personnels de Sandy et Vernon, mais pas d'argent. Vernon avait mis l'hypothèque et d'autres documents du genre dans son coffre-fort. Il avait juste assez d'argent pour payer les factures et l'épicerie. Le seul objet de valeur est le pistolet de Vernon. Ils le prennent et déguerpissent avec la camionnette de Sandy. Pourquoi ne pas voler le camion de Sandy? Il est juste là et il va bien. Une fois sur la route, Roger et Lisa Joe ne savent toujours pas quoi faire. Leur poussée d'adrénaline s'estompe et le couple meurtrier revient sur Terre. If somebody comes by the house, they're going to see the bodies. And if the truck's gone and we're gone, they're going to know it was us. Roger et Lisa Joe ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas partir comme ça, sinon ils seraient immédiatement suspectés. Ils ont donc décidé de retourner à la maison pour nettoyer la scène de crime et pour se débarrasser des corps. La maison de Vernon et de Sandy ressemble à un abattoir. Mais une surprise attend Roger et Lisa Joe. Malgré tous les sévices qu'ils lui ont infligés, Sandy est toujours vivante. Quand Roger Gillett et Lisa Joe Chamberlain sont arrivés à Hattiesburg, au Mississippi, Vernon, le cousin de Roger, leur a ouvert sa maison, mais pas son coffre-fort. Il le tue et il croyait bien avoir tué sa petite amie Sandy également. Mais Sandy n'a pas succombé à ses blessures. Sandy est encore vivante. Elle est étendue sur le plancher, elle ne peut pas bouger, mais elle respire. La nuit a été longue et tuer n'est plus aussi excitant.
mais il faut finir le travail. Ils l'ont tué en lui défonçant le crâne avec un marteau. Ils ont frappé tellement fort que le marteau s'est tordu. Roger prend les rênes de l'opération et ils décident qu'ils retourneront au Kansas pour se cacher dans sa famille. Mais ils doivent d'abord s'occuper des cadavres. Ils doivent sortir les corps de la maison et les emmener loin d'ici. Il y a un congélateur dans la maison. Alors ils décident de l'utiliser pour transporter Sandy et Vernon au Kansas. Ils y déposent Sandy en premier. Mais il n'y a plus de place pour Vernon. C'est Lisa qui a eu l'idée de le dépecer. Ils ont commencé à démembrer Vernon. C'était plus difficile que Roger et Lisa Jo le croyaient. En fait, Lisa Jo trouvait que Roger ne le faisait pas bien. Elle lui a donc dit de se pousser pour qu'il puisse le faire. Lisa Jo a déjà dépecé un cerf. Donc pour elle, un être humain mort ne vaut pas plus qu'un animal qu'elle a chassé. Cela déshumanise toute l'opération. C'est probablement à ce moment que l'équilibre des forces bascule. Roger Gillett a contrôlé cette relation par l'intimidation à plus d'une reprise. Mais dans cette situation particulière, c'est Lisa Jo Chamberlain qui est aux commandes. Elle commence à découper Vernon. Elle lui a coupé la tête et les bras pour que le corps entre dans le congélateur. Ils font face à un autre problème. Ils ont plus de 1500 km à parcourir et les corps vont se décomposer. Que faire? Ils décident de les congeler avant de partir. Comme ça, les corps survivront au trajet jusqu'au Kansas. Mais ils devront attendre avant de partir. Ils attendent que les corps gèlent parce qu'ils devront débrancher le congélateur pour le transporter jusqu'au Kansas. Ainsi, s'ils se font arrêter en chemin, ça ne sentira pas la mort. 72 heures après le meurtre, les corps sont congelés et Vernon et Sandy entreprennent leur dernier voyage. Ils ont mis le congélateur dans la camionnette et ils ont mis tous les éléments incriminants dans des sacs à ordures. Ils ont ramassé leurs effets personnels, puis ils sont partis. Roger et Lisa Jo se rendent au Kansas, plus de 1500 km plus loin. Dès leur arrivée, Roger appelle un ami pour lui demander une faveur. Il a rencontré un ami à son arrivée à Russell et il lui a demandé de l'aider à se débarrasser d'un camion volé. L'ami a accepté. Roger s'est ensuite vanté qu'il y avait 2 cadavres dans le camion et qu'il les avait découpés en morceaux. Il avait besoin d'aide pour s'en débarrasser. C'est une décision étrange, parce qu'il révélait à quelqu'un d'autre ce qu'il avait fait. L'ami de Roger accepte de l'aider, mais il ne se présente jamais. Il ne voulait pas être impliqué dans cette affaire parce qu'il savait ce dont Roger était capable. Pris au dépourvu, Roger sort un vieux tour de son sac. Il utilise son charme pour convaincre sa famille de lui venir en aide. Roger n'a pas vu tante Brenda depuis longtemps, mais il veut seulement aller faire un tour en voiture. Elle ne pourra pas refuser ça à son neveu. Roger Gillett est très habile pour trouver les failles chez les autres et il peut utiliser cette information pour obtenir ce qu'il veut. Brenda les amène au dépotoir local pour jeter plusieurs sacs à ordures. Elle ne se doute pas qu'ils contiennent des vêtements ensanglantés, un marteau et les pièces d'identité de Vernon et Sandy. Ensuite, elle les conduit en ville où ils se procurent l'équipement nécessaire pour leur nouveau laboratoire de Met. Roger compte encore sur l'appui de sa famille pour installer le laboratoire dans la grange abandonnée de son grand-père. Ils ont fait circuler la nouvelle dans leur entourage et ils ont recommencé à faire de la meth.
Roger ne parle pas du congélateur et Brenda ne pose pas de questions. Elle a dit avoir vu le congélateur, mais elle a préféré ne pas en parler. Brenda sait déjà que Roger et Lisa Joe fabriquent de la meth, et Roger ne veut pas qu'elle les dénonce à la police. Un toxicomane dépendant au meth ne peut pas penser rationnellement. Quand il est drogué, il suspecte tout le monde qui l'entoure. Mais un soir, Brenda découvre la face cachée de Roger. Dès qu'il s'est injecté la drogue dans le bras, son regard a changé. Elle n'avait jamais vu Roger comme ça. Elle pouvait voir le mal dans ses yeux. Puis, il est allé chercher un pistolet. Voilà plusieurs jours que Roger Gillette et Lisa Joe Chamberlain ont assassiné le cousin de Roger et sa femme au Mississippi. Et ils tiennent maintenant la tante de Roger en otage. Roger menace Brenda avec un pistolet et lui dit que si elle les dénonce à la police, il lui fera sauter la cervelle. Roger a déjà tué son cousin. Donc, s'il se sent menacé et s'il craint qu'elle parle, il n'hésitera pas à la tuer. Brenda promet de ne rien dire et Roger lui laisse la vie sauve. Elle a dit que Roger lui avait pointé son arme sur la tête et qu'il lui a dit qu'il la tuerait si elle parlait et que si j'intervenais, il me tuerait aussi. Le couple meurtrier est au paradis. Leur laboratoire de meth est de nouveau fonctionnel, mais un problème demeure. Comment se débarrasser des deux corps dans le congélateur? C'est Lisa qui a eu la meilleure idée quand elle a parlé de la ferme porcine. Hogs eat bones and everything. Could just get him to a hog farm. Personne ne penserait à chercher des cadavres dans une ferme porcine. Ils ont maintenant un plan, mais le temps presse. Brenda ne peut garder le secret de Roger et elle en parle à Kathy Thacker, sa colocataire, une vieille amie de Roger. Tout ce que je savais à ce moment, c'est que Roger et Lisa faisaient de la meth et qu'ils avaient menacé ma colocataire. C'était suffisant. Kathy convainc Brenda d'aller chercher de l'aide. Elle appelle la police pendant que Lisa Joe et Roger sont en ville. Avant que Lisa Joe et Roger puissent faire un autre mouvement, ils sont arrêtés pour trafic de drogue. Roger Gillett, Lisa Joe Chamberlain, you're gonna have to come with us. Down on your knees. S'ils restent calmes, peut-être éviteront-ils les accusations de meurtre. Put your hands above your head. Ce soir-là, la police et le bureau d'enquête du Kansas fouillent la ferme à la recherche d'un laboratoire de meth. Mais ils ont la surprise de leur vie. Tout bascule en un seul instant. Ce n'est plus une opération antidrogue, c'est maintenant un homicide. Brenda est estomaquée. Elle est arrivée en courant dans la maison. Elle était blanche comme un drap. Elle a dit qu'ils avaient trouvé deux corps et elle croyait qu'il s'agissait de Vernon et de Sandy. Les policiers recueillent les preuves et se rendent à Hattiesburg. C'était triste de rapporter ce congélateur parce qu'on savait qu'il y avait deux cadavres à l'intérieur. Et puis, il y avait cette odeur dans le congélateur. C'est un peu surréaliste, parce que c'était le membre d'une famille qui avait été découpé en morceaux. Je trouvais ça terrible, parce que les membres de cette famille allaient devoir voir ça. C'était terrible. On ne comprenait pas comment on pouvait tirer du plaisir à dépecer un être humain.
Si vous êtes sain d'esprit, vous ne pouvez pas aimer faire ce genre de choses. C'est un des pires cas sur lesquels j'ai travaillé. Un des pires. Roger se tait. Mais Lisa Jo vide son sac. Elle est en mode de survie. Elle veut éviter d'être accusée, alors elle rejette tout le blâme sur Roger. Trying to get the combination out of Vernon, punching him, hitting him. He's pretty beat up. Normalement, si elle l'avait vraiment aimé, elle se serait retenue plus longtemps. Je crois qu'elle n'aimait que sa propre personne. Did you see Roger hitting with the hammer? How do you know that Vernon was hit with a hammer? I was standing there, I think. Lisa Jo décrit ensuite ce que Roger a fait à Sandy. So then again, he lifted her head. And I started to help him put the bag over there. I couldn't do it. So I handed the bag and I turned around. Chamberlain nous livrait ses renseignements au compte-gouttes parce qu'elle essayait de trouver le moyen de se disculper. Tranquillement, je crois qu'elle essayait de se donner le beau rôle. I'm sorry. Because I can't. I have to look him in the eye for this. Elle voulait faire croire qu'elle avait peur de Roger, mais ce n'était pas très réussi. Elle n'a pas pu jouer la comédie longtemps. Et plus on la connaît, plus on se rend compte à quel point elle est malicieuse. Lisa Jo conduit les policiers au dépotoir avec l'espoir de s'attirer leur clémence. Mais en vain. Elle et Roger sont tous les deux accusés de meurtre qualifié. Lisa Jo Chamberlain rejette tout le blâme sur Roger Gillett, et ce n'est pas surprenant. Des individus comme eux traitent les autres comme des objets, alors ils ne font pas d'exception pour leurs complices. Roger n'éprouvait aucun regret. C'était un individu intéressant à observer. J'aime observer les gens, et il était ravi de se retrouver sous les projecteurs. Quand Lisa Jo s'est présentée à sa première audience, elle riait avec les autres détenus. Mais quand elle nous a vus, elle s'est mise à pleurer. Une de ses co-détenues a dit que Lisa se vantait du fait qu'elle et Roger étaient des tueurs nés. Elle en était fière. Lisa Jo Chamberlain et Roger Gillett subissent des procès séparés et les deux sont condamnés à mort. Justice a été rendue pour nous tous. J'espère qu'ils profiteront bien de la dernière injection qu'ils auront, parce qu'ils la méritent pleinement. J'aimerais être là pour regarder et pour rire au visage de Roger. Il n'était pas si futé que ça, finalement. J'espère que ceux qui pensent tuer quelqu'un réfléchiront au mal qu'ils causeront à sa famille. Ils ne tuent pas qu'une personne, mais toute une famille, et ils devront vivre avec ça le reste de leur vie. Peut-être le réaliseront-ils. La communauté a été choquée par ce qui est arrivé. Tout le monde en parlait. On parlait de la sauvagerie du crime et personne ne croyait que ça puisse arriver dans une petite communauté où les gens ne verrouillent même pas leurs portes. Les gens étaient dégoûtés par le fait que ces deux individus puissent mutiler leurs victimes et les transporter ensuite au Kansas. C'était révoltant. C'était sur toutes les lèvres. Les assassins attendent toujours d'être exécutés au Mississippi. Il y avait une réelle alliance meurtrière entre Lisa Chamberlain et Roger Gillett. Je crois que s'il avait été avec quelqu'un d'autre, ou si elle avait été avec quelqu'un d'autre, il n'aurait jamais pensé commettre de tels actes.
Je ne peux pas expliquer ce qui les consumait, mais ce n'était pas que sexuel. Il y avait quelque chose entre ces deux individus qui les stimulait mutuellement. Cela les poussait à vivre dangereusement et ils en savouraient chaque instant.